cas, c'est toujours en cours de rentrée. Désolé encore une fois de ce retard, et donc, puisqu'il y a du retard, autant ne pas perdre de temps, autant attaquer tout de suite cette question tout à fait centrale du financement et des sources de financement. Nous avons essayé de construire un panel qui soit utile, qui vous permette d'avoir des renseignements, de prendre des contacts, éventuellement dans l'avenir, de garder des contacts entre vous, de façon à ce qu'on soit opérationnel, comme nous essayons toujours de le faire dans les sommets de Climate Change. Alors, c'est la première fois que nous tenons en virtuel, mais ça n'a pas de raison de ne pas marcher. Et je vais donc essayer de pousser chacun à être bref, car nous avons beaucoup de retard, et en même temps le plus précis possible. Et je vais, sans attendre, passer la parole donc, à Yann Chalatek, que je vois, qui, je crois, est à Washington, c'est ça? Ici, elle est à Washington. On la remercie d'être levée tôt. Vous aurez la visite de notre sénateur Ronan Dantec la semaine prochaine pour d'autres activités. Mais nous avons souhaité que vous fassiez un peu un point de vue global sur ces questions de financement, et notamment de financement en Afrique, sur le fonds vert et notamment le fonds vert. Et donc, je vous donne tout de suite la parole. Merci encore d'être avec nous de si loin, et vous avez you got the floor. Yeah, thank you very much. It's an honor to be... Merci beaucoup. C'est mon nom est Liane Chalatek. J'essaye de vous faire une rapide panorama. Je sais que nous sommes pas mal en retard. Je vais essayer de partager mon écran dans l'espoir que ça va fonctionner. Sinon, je vais demander aux organisateurs de partager le PowerPoint que je vous ai fourni. Est-ce que ça a l'air de fonctionner? Oui. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, nous voyons votre écran. Très bien. Alors, donc je travaille pour la Heinrich Böll Stiftung à Washington, aux États-Unis. C'est très difficile d'avoir vraiment une image. Je voulais juste dire à tout le monde qu'il y a une traduction en français si vous en avez besoin. Désolé de n'avoir pas été en mesure de contribuer à cette discussion en français. Mon français n'est pas très bon. Voilà, merci de me laisser le faire en anglais. Alors d'abord pour dire que c'est pas facile d'avoir un panorama précis du financement climatique, des besoins d'une manière générale. Il y a des questions avec l'autocatégorisation par les différents pays. Il y a un manque de transparence et des comparaisons des ensembles de données. Il est également très difficile d'avoir un aperçu régional au niveau de la quantité et de la qualité des données. Il manque des instruments financiers, la localisation des projets, des activités au niveau de l'adaptation climatique. Néanmoins, quand vous regardez les différentes sources de données, et j'ai regardé des données de l'OCDE, et de l'UNFCCC, qui ont tous publié un certain nombre de rapports, on peut voir un certain nombre de tendances qui, je pense, sont applicables à l'Afrique également, ce qui inclut tant les provisions publiques et privées, en ce qui concerne les chiffres de l'OCDE pour 2018, sur les 79 milliards totaux qui ont été mobilisés par les pays en voie de développement, développés, seulement 21% ont été pour l'adaptation, 59% pour la mitigation. On voit une augmentation générale des problèmes des différents projets horizontaux et des différentes facilités. On voit un recul de ce qui est fourni. Selon l'OCDE, en 2013 et 2018, la part des finances qui ont été fournies sous forme de crédit a doublé. L'autre partie a été réduite à 20%, et ça inclut également le financement pour les LDC africains et la conditionnalité pour le financement climatique qui est fourni par la Banque multilatérale de développement, qui sont de plus en plus importantes.
mais particulièrement faible et n'ont fourni que 9% des sommes engagées, et ce, en une période de, de niveau d'endettement augmenté et le manque de capacité de remboursement économique par les pays qui ont d'autres priorités en termes de pandémie, etc. Et c'est pour ça que des instruments de financement dédiés sont si importants, particulièrement pour l'Afrique et particulièrement pour les LDC en Afrique à cause des financements fournis. Si vous regardez ce qui est fourni, les images, le graphe ici, vous voyez que l'Afrique en tant que région a reçu à peu près 25%, 17,3 milliards entre 2016 et 2018 sur les 3 années. On voit également les différences régionales en sein de l'Afrique. Comment est-ce que ça se compare avec les besoins? Par certaines estimations, l'Amérique aurait besoin de 50 milliards pour l'adaptation et bien plus pour mettre en œuvre les LDC pleinement. Ici, quelques chiffres au niveau des besoins fournis par la Banque de développement africaine. Je voudrais signaler que les deux incluent également des coûts pour les pertes et les dommages. Ça, ce qu'on implique, parce qu'évidemment, ça, ce sont... Et là, on voit que les financements sont réduits à de presque 50% par le pays. Et d'abord, les pays ne sont pas suffisamment généreux dans les financements pour l'adaptation. Si on regarde la prochaine diapo, c'est juste pour vous donner une rapide aperçu de l'architecture du financement climatique. Je voudrais juste montrer focaliser sur quelques fonds multilatéraux en matière climatique. Ceux qui sont ici en vert, ce sont ceux qui sont suivis par Climate Fund Update, qui est un projet commun entre l'Institut de développement et la Heinrich Böll Stiftung à Washington. Ça fait à peu près 10 ans que nous assurons le suivi. Quand nous regardons cette diapo, on peut voir, et malheureusement je n'ai pas le temps d'aller trop dans les chiffres, mais on peut voir la progression en financement reçu sur l'Afrique sur une période de temps. Il y a 4 pays en Afrique subsaharienne ont reçu par les différents... sur les chiffres qui ont été suivis par le CFU, 6 milliards. Si on regarde la prochaine diapo, ici dans les cartes, si on inclut les pays d'Afrique du Nord et particulièrement l'Égypte et le Maroc qui reçoivent une très grande part des financements climatiques suivis par le CFU, on arrive à un total à 7,4 à 8 milliards. Ça, c'est encore cumulatif. On voit des très grandes différences sur combien le financement est obtenu, par exemple, sur l'Afrique du Sud, qui reçoit bien plus que tous les autres pays cumulés. Et seulement à travers des projets à grande échelle dans le cadre des technologies propres, mais les financements climatiques multilatéraux se sont focalisés sur des pays moins développés en Afrique subsaharienne depuis 2003. 29 pays moins développés ont reçu 3,8 milliards, ce qui représente à peu près 64% des fonds qui sont suivis par le CFU. L'Éthiopie, le Congo, la Zambie, le Burkina Faso, la Tanzanie et le Mozambique sont tous des pays faiblement développés qui vont recevoir plus de 200 millions pour des projets et des activités approuvées. Et je voudrais simplement signaler, on va l'entendre un peu plus tard par notre orateur, qu'en 2020, cela représentait 37% de projets approuvés cumulés pour l'Afrique sud, pour les pays moins développés en Afrique subsaharienne. Si vous regardez rapidement, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, et il y a également la progression des fonds qui sont suivis par le CFU. On peut voir qu'en comparaison avec d'autres régions en Afrique, les financements qui sont fournis pour l'adaptation sont vraiment la plus grande partie, mais malgré le fait que l'adaptation est clairement un projet gigantesque, les financements pour la mitigation et la réduction des impacts est assez important, particulièrement si on cumule le financement de la mitigation et les activités REDD+, et c'est également une tendance globale. On voit une part croissante en 2020 de 17%
d'activités transversales au niveau climatique qui s'intègrent dans le financement purement adaptatif. C'est ce qu'on voit également spécifiquement dans la région comme étant quelque chose que nous devons suivre. Ça, c'est rapidement un graphe qui vous montre l'importance des financements dédiés multilatéraux pour l'Afrique subsaharienne. Ça vous montre à quel point le Green Climate Fund, le Fonds climatique vert, est devenu important pour l'Afrique, particulièrement en augmentant de manière significative le financement pour les pays les moins développés en Afrique. Et on va en entendre parler de ce cadre d'adaptation spécial dans des présentations ultérieures. Je voudrais rapidement, parce que je pense que c'est également très important pour le financement climatique en Afrique, c'est que dans les régimes généraux climatiques, la reconnaissance de l'importance des initiatives climatiques qui sont sensibles au genre. Tous les programmes ont maintenant des politiques sensibles au genre et ciblent leurs récipients de financement pour qu'ils se préoccupent de la question du genre et des responsabilités particulières, notamment dans les pays faibles de développement, les différents fonds qui sont disponibles et les fonds d'adaptation. Tous ensemble couvrent 87% des financements dédiés qui sont suivis par CFU pour l'Afrique subsaharienne. Néanmoins, et on va en entendre parler plus tard, l'existence de mandats formels pour les fonds n'a pas vraiment amélioré l'accès pour les groupes locaux, et particulièrement les femmes et les groupes de genre. Moins de 10% des financements climatiques dédiés sont générés via les fonds multilatéraux. Encore une fois, on en entendra plus en détail plus tard. Beaucoup d'étapes sont nécessaires, par exemple des initiatives pour améliorer l'accès direct qui permet de mettre en place des petites activités au niveau très micro et macro local. Et il faut améliorer les facilités locales pour permettre aux groupes locaux et aux groupes de femmes locaux d'avoir accès indépendamment de comment les pays se sont organisés. Finalement, des derniers chiffres, en partie de la question de la transparence et de la redevabilité des comptes, suivre à quel point les financements climatiques sont favorables aux questions de genre et l'égalité des genres. Ça doit être amélioré de manière significative, y compris pour les programmes de financement en Afrique au niveau climat, à travers un certain nombre d'auto-signalements par l'OCDE-DAC. Seulement un tiers des projets de financement climatique ou des programmes de financement climatique sont conçus pour être sensibles aux questions de genre. Et s'il n'y a pas de données, malgré le fait qu'il n'y a pas de données régionales disponibles, il n'y a pas de raison de se dire que cela ne s'applique malheureusement pas à la totalité du continent africain. Merci beaucoup pour votre attention. Je sais que j'ai probablement parlé trop longtemps. Il y avait beaucoup de choses à présenter. Et merci pour m'avoir donné la parole. French, I hope you understand. Merci beaucoup. Non, vous n'avez pas été extra time, c'était très clair. Ça a été demandé sur la conversation, enfin sur le chat, et on enverra à tout le monde cette présentation qui était extrêmement claire et synthétique, exactement ce dont nous avions besoin. Et on voit d'ailleurs les difficultés, en même temps les évolutions positives, notamment sur le dernier point, sur le gender agenda, mais en même temps les difficultés. J'observais d'ailleurs une baisse sur l'adaptation, alors qu'on nous dit partout, et c'est très important, qu'il faut mettre le paquet sur l'adaptation. En tout cas, merci beaucoup de cette présentation, et j'espère qu'il y aura des questions peut-être tout à l'heure, qu'on aura le temps d'aborder ces questions, et c'est pour cette raison que les intervenants suivants, je leur demande aussi de respecter le temps qui leur a été imparti pour qu'on ait, à la différence de ce matin, le temps de la discussion. Et donc, je passe la parole maintenant à Eduardo Freitas, qui travaille au Fonds vert pour le climat et qui va nous focaliser un peu sur les questions africaines, puisque c'est, je crois, sa spécialité. You got the floor. Merci beaucoup. Bonjour à tous, à toutes.
je suis Eduardo Freitas, du GCF, du Green Climate Fund. Par contre, je vais parler en anglais, puisque la présentation a été faite en anglais, juste pour faciliter la lecture. Eh bien, je resterai à votre disposition pour parler plus sur le GCF plus tard. Est-ce que ça marche bien? C'est bon, c'est bon. C'est bon? C'est bon. OK. Merci beaucoup. Merci à vous. OK. So in the interest of time, let me go straight Alors, in. pour ne pas perdre de temps, je vais directement démarrer ma présentation. Le Fonds vert pour le climat, le GCF, ça fait 11 ans que nous existons. Et tout au long de cette période, et ça c'est la principale chose que je voulais partager dans cette slide, rapidement une vision historique, nous avons approuvé 177 demandes de financement de projets, soit environ 8,8 milliards de fonds GCF, et cela a mobilisé des ressources de cofinancement de nos partenaires à peu près 33,2 milliards de dollars US au total avec cofinancement. 129 de ces projets sont déjà en cours de réalisation. Ce que nous appelons la mise en œuvre en GCF, ce sont les projets pour lesquels nous avons signé une activité, des contrats de financement spécifiques pour les associations qui reçoivent nos financements. Et à peu près 133 qui sont en cours d'être accrédités. Donc le GCF a approuvé, 129 pardon, 133 ont été accrédités par le GCF pour le financement de leurs projets et programmes, et nous avons touché à peu près 121 pays qui ont été concernés par ces projets. Alors, cette présentation, je ne vais pas passer trop de temps sur les données d'information, mais juste pour vous savoir que j'utilise une approche à 4 volets pour atteindre ces objectifs de financement. C'est la programmation transformationnelle, catalyser l'innovation climatique, le dérisque de l'investissement pour mobiliser des financements à grande échelle et intégrer les risques et les opportunités climatiques dans les décisions d'investissement pour en faire quelque chose de standard. Cette slide vous montre rapidement un panorama des différentes institutions qui ont été reconnues par le GCF. Ce sont des organisations nationales, internationales. C'est un réseau très divers de partenaires qui viennent. Ce sont des ONG, des entités du secteur privé, des banques commerciales et d'autres partenaires qui sont tous représentés ici. À gauche, vous noterez sur... parce que je pense que je vois que par exemple la Richepel Fondation Richepel, merci à Liane pour être avec nous aussi aujourd'hui. À gauche, vous voyez les entités à accès direct, c'est-à-dire les institutions nationales qui peuvent envoyer des fonds à leurs différents pays. Et nous voyons que cette liste s'élargit. Il y a encore beaucoup de choses que nous devons faire pour améliorer ce réseau, non seulement en termes de ressources, mais également dans notre capacité de canaliser les ressources du GCF. Nous avons des partenariats avec... on essaye d'avoir une allocation équilibrée 50-50 entre l'adaptation et la mitigation. Et je vais en parler un peu plus en détail un peu plus tard. Et nous considérons comme étant une institution à capital risque. Donc rapidement, en ce qui concerne les différents instruments, ici à gauche, vous pouvez voir que nous donnons des prêts, nous essayons de faire nous acceptons un risque relativement élevé, on essaye de permettre à un niveau plus élevé la mobilisation de fonds et on essaye de catalyser les ressources à travers le crowding in et quand il le faut, on essaie de renforcement des capacités et permettre l'accessibilité financière. Je vais directement passer aux chiffres. Ce tableau vous montre quels sont les engagements et comment ils ont évolué depuis 2015.
Vous pouvez voir que actuellement nous avons un engagement de 8,8 milliards. Ce chiffre s'est actuellement développé. Ce sont les derniers chiffres du mois de juillet. Des projets en... Now about Africa. Sorry, I'm hearing a bit of an echo. Ah, excusez-nous, il y a un Larsen. Please let me know if you're hearing an echo too. Est-ce que monsieur Soulage pourrait, s'il vous plaît, couper son... Ah, voilà. It's better now. Thank you. For Africa, GCF. Pour les fonds du GCF pour l'Afrique sont à peu près 3,3 milliards de dollars avec un cofinancement de 7,7 milliards, 70 projets approuvés, 52 sont en cours de réalisation. À droite, vous voyez le portfolio africain qui représente à peu près 37% du total du portfolio du GCF. Ici, vous voyez combien le portfolio sont des fonds du GCF qui sont canalisés à travers les différentes institutions. On peut voir que c'est à peu près équilibré entre... c'est à peu près la même tendance globalement que pour l'Afrique. En Afrique, nous avons à peu près 18%, à peu près 18%, et pour et 54 projets sur 82%, soit 2,69 milliards de dollars. Le GCF a une institution de préparation de projets de portfolio en Afrique. Pour ceux qui ne sont pas au courant, cette institution consacre à peu près 1,5 milliard de dollars à une institution accréditée qui a besoin d'améliorer son portfolio de financement afin d'être prise en compte par les autres institutions de financement. Et ça, c'est quelque chose qui a été extrêmement utilisé par les institutions africaines. Donc, on a vu 12 millions de dollars pour l'instant pour 17 applications de 22 pays. À peu près 10 sur ces 12 millions, 10 millions ont déjà été dépensés. Nous appelons ça un projet, un PPF, Project Preparation Facility, ou facilité de préparation de projet. Nous avons eu 6 projets de financement qui ont été présentés, dont 3 ont été approuvés. Au niveau sectoriel, ce qui est intéressant à voir, au niveau du temps d'accès, on peut voir que la majorité des institutions qui font ce PPF sont au niveau des entités régionales ou nationales. Ça, c'est vraiment la raison d'être de ce mécanisme de PPF. Et environ 35% relèvent du niveau international qui ont canalisé des fonds vers les pays. Enfin, le GCF a un autre outil qui est le soutien à la préparation en Afrique, le Readiness for Africa, histoire de préparer la capacité de l'Afrique à obtenir des financements climatiques pour ce pays. Pour l'Afrique, nous avons approuvé 445 à environ 155 projets pour 110 millions de dollars. 141 de ces projets ont été approuvés et 52,7 millions de dollars ont été décaissés. Je voulais juste vous dire qu'on avait un certain nombre de projets que je pourrais éventuellement vous présenter pendant la session de questions-réponses de ces exemples. Alors d'abord, il y a le fonds Kawi Safi Ventures en Afrique du Sud, qui est une institution nationale qui a mobilisé 110 millions un projet au Sénégal. Le projet de gestion intégrée des identités urbaines pour 80,7 millions de dollars. Un autre projet au Rwanda avec l'UICN, 50 millions de dollars. Et un autre qui a mobilisé 9,1 millions de dollars sur la résilience des communautés dans vivant les paysages menacés par le changement climatique. Voilà, excusez-moi, je suis allé vraiment très vite, mais je pourrai répondre à vos questions-réponses si vous le désirez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et non, mais tout ça a été absolument dans les temps. Je vous remercie. On a tellement couru ce matin que peut-être on court encore un peu cet après-midi, mais ça va. C'est clair. Et on aura certainement des questions à vous poser tout à l'heure.
Du coup, maintenant, on va passer du côté de quelqu'un qui bénéficie et qui met en œuvre le fonds vert, plus exactement. Et donc, je voudrais donner la parole à Madame Estelle Mercier, qui est à la division changement climatique de l'Agence française de développement et qui va nous rendre compte de leur expérience vue du côté d'un bailleur français important, on l'a déjà vu tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez comme impression, comme remarque, comme expérience à nous transmettre et à transmettre à tous ceux très nombreux, finalement ça n'arrête pas de monter, qui sont devant leur écran en train de vous écouter. Vous avez la parole. Merci beaucoup, j'espère que vous m'entendez bien. Parfaitement. Formidable. Bonjour à tout le monde, merci beaucoup Monsieur Soulages pour cette invitation. Je suis très honorée de faire partie de ce panel. Je vais effectivement présenter le retour d'expérience de l'Agence française de développement dans son partenariat avec le Fonds vert. Donc pour ceux qui ne savent pas, l'AFD est l'institution financière publique en charge de mettre en œuvre la politique de développement de la France. En introduction, je vais faire un petit rappel historique pour vous dire que l'AFD a été très volontariste lorsque le Fonds vert s'est mis en place. On l'a tout de suite considéré comme un partenaire stratégique et structurant pour notre institution. Et il faut savoir, pour la petite anecdote, que notre directeur général, Rémi Rioux, a œuvré à la création du Fonds vert dans le cadre de ses anciennes fonctions. Donc, l'AFD a été l'un des premiers bailleurs à se faire accréditer il y a 6 ans maintenant, en juillet 2015, avec un niveau d'accréditation élevé en termes de montant, en termes d'instruments financiers mobilisables et également en termes de risques environnementaux et sociaux. Et depuis, nous avons obtenu plus de 370 millions d'euros de cofinancement du Fonds vert pour 5 projets et un gros programme. Ce portefeuille, je veux dire, de projets, ces 370 millions sont majoritairement déployés en Afrique et très orientés sur les enjeux d'adaptation. Je vais citer très rapidement un projet qu'on a monté, pour lequel on a un cofinancement du Fonds vert d'environ 50 millions de dollars, qui est le projet régional d'hydrométéorologie dans l'océan Indien, qui a été monté par exemple avec la Commission de l'océan Indien et l'appui de la facilité adaptation. Dans les projets en instruction avec le Fonds vert, on a aussi vraiment ce focus très fort sur les enjeux climat du continent africain, que ce soit dans on est en train de monter un projet là sur l'efficacité énergétique des bâtiments, l'énergie solaire, les enjeux de résilience aussi dans le Sahel, la protection des aires protégées. Et l'Afrique est clairement une priorité de notre stratégie globale à l'AFD, mais on décline cela dans notre partenariat avec le Fonds vert. Voilà, après cette petite introduction, bien sûr, je voudrais un petit peu plus m'appesantir sur les enseignements qu'on a tirés de ces différentes préparations et mises en œuvre de projets avec le Fonds vert. Bon, tout le monde le sait, ce n'est pas un scoop, c'est difficile, c'est compliqué d'obtenir des financements du Fonds vert. Même si on constate que le processus s'est globalement amélioré ces dernières années, que du chemin a été parcouru, il reste quand même pas mal d'obstacles. L'investissement est lourd pour comprendre le fonctionnement du secrétariat, ses process, ses procédures. Tout se fait en langue anglaise, ce qui est bien sûr pas du tout évident pour beaucoup de pays francophones. Les délais sont importants dans les instructions, les coûts sont importants en termes d'études et de mobilisation de ressources humaines internes. Ça, c'est un constat, je pense, assez largement partagé par les institutions accréditées. Mais cependant, et c'est vraiment là-dessus que je voudrais souligner quelque chose d'important. On remarque que l'accréditation au Fonds vert, et puis ensuite l'accès au financement du Fonds vert, implique pour beaucoup d'institutions une profonde transformation. En fait, le niveau d'exigence du Fonds vert, qui est élevé, nous oblige à élever les standards en place. Donc, on l'a constaté, nous, à l'AFD, en termes de gestion des risques environnementaux et sociaux, dans gestion des risques environnementaux et sociaux, on a été poussé à améliorer nos standards en termes de prise en compte des enjeux de genre, d'égalité femmes-hommes également. Et puis, plus généralement, le Fonds vert, en fait, nous pousse à mieux intégrer le climat dans nos stratégies, dans nos opérations. Par exemple, définir des critères d'éligibilité climat, des indicateurs pour assurer une bonne redevabilité, par exemple. Et à ce titre, je pense que c'est vraiment important, en tout cas, c'est un message fort qu'on souhaite faire passer, c'est que le Fonds vert est un accélérateur de transformation et d'intégration, de mainstreaming, comme on dit en bon français,
du climat dans ces institutions. Et encore une fois, voilà, à l'AFD qui est quand même bon élève point de vue climat, on a une stratégie déjà depuis plus d'une dizaine d'années. Le Fonds vert nous a tout de même permis de progresser. Et puis, je voudrais terminer par un autre message. Un objectif important du Fonds vert est de renforcer les capacités des acteurs nationaux, des acteurs locaux dans les pays en développement pour qu'ils puissent eux-mêmes directement accéder au Fonds vert sans passer par des institutions internationales. Ça, c'est quelque chose qui est dans l'ADN du Fonds vert depuis sa création. Et on est convaincu par cette mission et on essaye d'y contribuer à travers deux voies. La première voie, c'est l'AFD. On déploie encore une facilité qui s'appelle Adaptation, dont vous entendrez régulièrement parler lors de ce sommet, puisqu'elle est vraiment ciblée sur les pays africains. Et grâce à cette facilité, on accompagne plusieurs institutions africaines dans leur accréditation au Fonds vert. Je peux citer l'exemple de la Commission de l'océan Indien, que j'ai cité auparavant, mais aussi l'APIA, l'Agence de promotion des investissements agricoles en Tunisie. Et puis, il y a une deuxième voie pour renforcer ces institutions, c'est via le club IDFC, donc l'International Development Finance Club, qui regroupe 26 banques de développement dans le monde. Ce sont en majorité des banques nationales de développement. En Afrique, je vais citer la BOAD en Afrique de l'Ouest, TDB en Afrique de l'Est, mais aussi la DBSA en Afrique australe. Et 14 institutions parmi ces 26 membres sont déjà accréditées au Fonds vert. Et en fait, ces banques de développement ont un rôle essentiel à jouer dans la transition climatique de leur pays, de leur région. C'est un message qu'on porte haut et fort, surtout depuis la création de la coalition Finance en commun l'année dernière, en novembre, une coalition qui regroupe plus de 500 banques publiques de développement dans le monde. Et toutes ces banques représentent 10% de l'investissement mondial annuel. Donc, c'est assez conséquent. Et on est convaincus, côté AFD, IDFC, mais aussi côté Fonds vert, que ces banques ont besoin d'un mandat fort et vert, surtout de leur gouvernement, de leurs administrateurs, car elles constituent des acteurs incontournables pour réorienter les flux de financement vers des actifs peu émissifs et résilients au changement climatique, pour en fait, au final, se conformer à l'accord de Paris. Et c'est dans cette optique qu'IDFC a signé un partenariat avec le Fonds vert, il y a 2 ans maintenant, qui vise à renforcer la capacité des banques de ce club à accéder au Fonds vert pour, in fine, déployer des programmes d'ampleur ayant un impact concret sur le terrain. Et ça passe notamment par une contribution financière du Fonds vert à la facilité climat IDFC. Voilà, je vais m'arrêter là, c'est un sujet passionnant et c'est difficile de se limiter en temps, mais je pense qu'on aura l'occasion, lors de la 2e édition du sommet Finance en commun les 19 et 20 octobre, puis à la COP26 en novembre, on aura des opportunités pour porter ensemble ces messages. Merci. J'aurai moi-même des questions tout à l'heure, mais je veux rappeler à tout le monde que vous pouvez nous adresser et adresser aux panélistes des questions pour non pas participer en direct, parce que c'est un peu compliqué, mais pour nous envoyer des questions sur le chat. Et Romain, qui est à côté de moi, que vous voyez là en angle très sagement, les enregistre toutes et donc nous les répercuterons. Donc n'hésitez pas à envoyer vos questions sur le chat et après nous les poserons. Comme les intervenants sont très sages, nous aurons du temps pour le débat, c'est formidable. Et donc je vous invite à faire cela. Et maintenant, je passe, donc je vous prie d'excuser, je crois, une des intervenantes, Madame Madeleine Diouf, qui n'a pas pu être avec nous. Et donc, nous allons passer à Madame Zenabou Zegda, excusez-moi de mal prononcer, du Burkina, et qui s'occupe de la question du genre en lien avec les acteurs du Green Climate Fund. Donc, je vous donne la parole. Je pense que vous êtes là. Bon, eh bien alors, vous avez la parole. Bonjour, bonjour, monsieur le modérateur. Bonjour à tout le monde. Et effectivement, je suis Zenabou Zegda. Ça se prononce Zegda. Je viens du Burkina Faso et je
suit le processus justement du Fonds vert pour le climat pour nous assurer de la prise en compte des aspects genre dans la finance climat. Et donc, à la suite de la collègue Liane depuis Washington, et que nous suivons, avec qui nous travaillons dans ce processus, et je vais donc rapidement partager une expérience en lien avec un projet que nous mettons en œuvre dans ce sens. Et je vais partager mon écran pour juste quelques slides en rapport avec ce projet. Voilà, alors donc, c'est un plaisir donc de partager avec vous cette expérience en lien avec le projet. La participation donne le pouvoir. Les femmes réclament une finance climatique juste pour le genre. Et Liane l'a abordé donc en introduction et ceci explique pourquoi d'ailleurs ce projet est venu. Et donc, rapidement, je vais faire un petit tour sur l'historique du projet et un slide sur la politique genre et le plan d'action genre du Fonds vert en termes d'orientation et d'opportunités donc pour la prise en compte du genre. Et également, ce que nous faisons concrètement en tant que société civile et surtout groupe de femmes. Mais aussi, dans tout ça, on verra comment on peut trouver des opportunités et pour les femmes et pour les groupes de femmes. Alors, le projet la participation donne le pouvoir et est né justement en Afrique et en Asie par le fait, en tout cas, et la forte initiative de WIDO et BOF-N. Et notre groupe est un chapitre régional du projet. Il est intitulé « Les femmes exigent un financement climatique juste ». Et ma collègue anglophone Titi Akosa coordonne la partie anglophone et moi je coordonne les réseaux francophones. Les objectifs du projet sont, premièrement, la nécessité d'améliorer l'accès des femmes et des communautés locales au financement pour le climat, ainsi que les projets tenant compte des sexospécificités. Et deuxième objectif, la participation équitable et effective des défenseurs des droits des femmes. Et c'est précisément ce qui justifie la mise en place d'un réseau d'observateurs à travers l'Afrique. Et donc, pour pouvoir suivre et évaluer ce qui se passe dans cet exercice-là. Alors, on va se demander pourquoi cet exercice. Pourquoi donc ce projet? Je m'excuse, la connexion est un peu instable, j'espère que vous m'entendez. Et je vais me référer à quelques chiffres de l'OCDE qui montrent comment il y a un problème de point de vue et participation et de prise en compte de l'aspect genre, malgré des volontés, malgré des discours. Et on voit que, par exemple, l'aide publique au développement liée au climat, et qui soutient aussi la réalisation de l'égalité des sexes, a représenté 31% de l'APD bilatérale consacrée au changement climatique en 2014. Mais dans tout ça, seulement 3% avaient l'égalité de genre comme objectif principal, tandis que 28% ont intégré l'égalité de genre comme objectif secondaire. Et encore, on a également que l'égalité des sexes est mieux intégrée dans les activités d'adaptation que dans des activités d'atténuation. En 2014, 46% de l'aide publique bilatérale à l'adaptation ciblait uniquement l'égalité des sexes, contre 28% à l'atténuation uniquement.
On note également que l'attention portée à l'égalité des sexes est inégale selon les secteurs liés au climat. Alors que l'égalité des sexes est assez bien intégrée dans l'aide liée au climat, à l'agriculture et à l'eau, elle est mal abordée dans les secteurs des infrastructures économiques. En 2013 et 2014, seulement 8% de l'aide à l'énergie liée au climat ciblait l'égalité de genre. Comme quoi, il y a des secteurs vraiment très masculins et des secteurs très féminins, et donc le travail devrait pouvoir changer la donne. En 2014, seuls 2% de toute l'aide climatique sensible au genre sont allés aux organisations de la société civile du Sud. 2%, ce qui représente seulement 132 millions de dollars quand on sait les besoins importants en matière de lutte contre les changements climatiques. Il faut faire davantage pour améliorer les chances des femmes de participer à l'économie verte, notamment en veillant à ce que les femmes bénéficient de manière égale des projets de développement axés sur les technologies propres et les énergies renouvelables. Comme je disais, ceci sont des références donc de l'OCDE. Alors, qu'est-ce que nous faisons rapidement dans ce projet? Et ce projet, donc, je viens d'expliquer le pourquoi de ce projet. Alors, il a été initié donc, et nous coordonnons des réseaux d'observateurs de genre et nous renforçons les capacités à travers webinaires, réunions, et nous participons au conseil d'administration du Fonds vert et au dialogue structuré et à travers donc la région. Alors, et qu'est-ce que nous faisons? Nous examinons les projets depuis le national jusqu'à l'international, c'est-à-dire avant que les projets ne soient soumis, par exemple, au Fonds vert. Et nous apprécions surtout les aspects genre, à ce qui nous concerne, même si nous regardons et plus globalement d'autres points. Et je vais m'appesantir sur les aspects genre pour voir si des groupes de femmes avaient été associés pour s'assurer que la prise en compte de leurs préoccupations est une réalité et que également les expériences et les connaissances des femmes sont considérées dans le cadre de ces projets-là. Et ceci, justement, est un intérêt qui rejoint l'intérêt du Fonds vert pour le climat, qui a une politique genre et qui reconnaît que les initiatives de lutte contre les changements climatiques sont plus durables, équitables et efficaces lorsque les considérations d'égalité des sexes et d'autonomisation des femmes sont intégrées depuis la conception à la mise en œuvre et jusqu'au suivi. De plus, elle reconnaît que les femmes et les communautés vulnérables font également partie de la solution au changement climatique et devraient donc être réellement engagés dans les discussions et les décisions qui les concernent. Alors, nous avons donc, à travers ce projet, développé un guide qu'on peut retrouver sur le site de WIDO pour la défense des droits des femmes et également un outil d'évaluation et des plans d'action genre qui sont soumis au Fonds vert pour le climat. Parce que vous savez que c'est un document annexé qui est demandé par le Fonds vert pour le climat et lorsqu'on soumet une proposition pour apprécier la prise en compte des aspects de genre. Et je vais finir par dire qu'il y a quand même des opportunités pour les femmes et en termes de renforcement des capacités et par le biais, par exemple, du programme Rudines, qu'on appelle Programme de préparation et d'appui. Et les femmes, les groupes de femmes peuvent, et par ce projet-là, par ce programme-là, obtenir donc des renforcements de capacités, bien sûr en passant par les entités accréditées qui peuvent donc postuler pour ces fonds. Il y a également que les groupes de femmes peuvent activement participer depuis le plan national jusqu'au plan international à suivre le développement des projets, les processus du Fonds vert pour le climat et pour s'assurer justement de la prise en compte de leurs préoccupations
et finalement de l'accès des femmes à la finance climat. Et comment on peut obtenir les finances climat? Et en général, les organisations de femmes, bien sûr, elles sont de petites structures, mais nous sommes censés être des porteurs de projets et nous avons des projets sur le terrain. Et on peut bien noter comment les femmes sont très actives sur leur agriculture, etc. Et dans bien d'autres domaines, on peut porter des projets à des entités accréditées au Fonds vert et qui peuvent donc mobiliser des ressources pour que nous mettions en œuvre ces projets. Nous pouvons également, en tant qu'experts, étant donné que l'expertise genre est demandée, ou en tout cas des documents genre sont demandés dans le cadre de l'élaboration des projets, les groupes de femmes ou les individuels, en tant qu'experts, peuvent participer aux conceptions, parce que dans le cadre d'un problème de mobilisation des acteurs, et nous sommes très ravis, au niveau de notre organisation, déjà, nous avons et des hommes et des femmes de manière volontaire qui essaient de travailler, mais la mobilisation reste importante et c'est difficile parce que c'est du bénévolat. Et donc, nous avons besoin de celles ou ceux qui ont la volonté d'appuyer en matière de genre, de se joindre donc à notre groupe pour amplifier notre message et pour pouvoir travailler à faire intégrer les questions de genre. Pour finir, nous avons également surtout un gros problème de suivi pour les projets qui sont mis en œuvre déjà, suivre pour apprécier si effectivement tout ce qui a été dit au niveau des projets est effectivement réalisé sur le terrain. Donc, le suivi est très important et nous devons le faire. Et donc, le défi de mobilisation des ressources est important et nous en appelons en tout cas à toutes les bonnes volontés qui veulent bien soutenir ces réseaux-là. Je vous remercie, je m'excuse si j'ai été longue. Non, mais merci beaucoup. Non, c'était bien. Simplement, je veux indiquer à tout le monde qu'il y aura, après la pause, car tout le monde a le droit à une pause entre 15h et 16h en France, 13h et 14h en Afrique de l'Ouest, il y aura un focus également sur ces questions de genre. Et donc, vous pourrez approfondir cette question qui est au cœur du travail de Climate Change. Nous y tenons beaucoup et de tous ceux qui sont avec nous. Donc, n'hésitez pas. On a un dernier intervenant et nous, avec Romain, on est en train de regarder vos questions. On aura un peu de temps puisqu'on est vraiment bien au point de vue des temps d'intervention. Donc, on aura un peu de temps pour poser des questions. N'hésitez pas à nous les faire par le chat. On est à votre écoute. Et donc, dernier intervenante, en l'occurrence Sophie de Coninck, qui doit nous présenter un processus qui s'appelle la facilité locale, qui permet d'intégrer les enjeux d'adaptation au changement climatique au niveau local. Donc, je vais lui donner la parole. Je la vois apparaître. Donc, vous allez avoir la parole pour une petite dizaine de minutes, s'il vous plaît. Si par hasard, quand vous me voyez réapparaître, en fait, c'est que votre temps est terminé. Voilà. Parfait, parfait. Vous me voyez réapparaître, c'est qu'il y a le méchant gendarme qui est là. Donc, voilà. Vous avez la parole. À vous. Merci beaucoup, Monsieur Soulages, et merci aux organisateurs de la conférence pour l'opportunité de partager quelques expériences qu'on a avec les pays d'Afrique et puis d'autres régions. Donc, et puis peut-être essayer aussi de faire le lien avec les présentations précédentes. Donc ici, j'aurais souhaité partager quelques informations sur ce qu'on a traduit en français par mécanisme de financement de l'adaptation au niveau local. L'acronyme anglais est local, qui a évolué au fil du temps comme une initiative multi-pays, multi-partenaires. Vous voyez ici quelques-uns des partenaires financiers les plus importants. Donc le point le point de départ de l'initiative, en fait, c'est d'offrir un mécanisme de financement donc, pour l'adaptation au niveau local qui répond, en fait, même s'il est né il y a une dizaine d'années avant l'accord de Paris, qui répond à l'article 7 de l'accord de Paris, qui reconnaît en termes d'adaptation différentes dimensions, notamment dimensions locales et infranationales.
Donc, l'UNCDF, qui est une agence de l'ONU qui a un mandat financier, une spécialité, un accent sur les PMA, travaille sur différents types d'instruments financiers, notamment la finance des autorités locales et du développement local. Et donc, on observait vraiment le rôle des autorités locales ou le rôle potentiel des autorités locales qui peuvent travailler étroitement avec les communautés et les autres acteurs locaux. On observait aussi leur mandat pour bien un nombre de secteurs sensibles au climat, mais aussi le déficit de financement, un déficit de financement qui s'observe déjà en termes de développement, en termes de transferts réguliers, mais certainement quand il s'agit d'absorber les coûts additionnels d'adaptation. Ces autorités locales, les autres acteurs locaux, et ça a été mis pas mal dans la boîte de dialogue ici, font face au fait que le financement climat est largement centralisé et puis aussi font face à un certain nombre de besoins en renforcement des capacités. Donc, c'est à ces défis, mais en même temps à ces opportunités que le mécanisme a vocation de répondre. Et pour ce faire, donc, on travaille avec les pays pour les aider au niveau central et aussi avec les autorités locales pour accéder et utiliser au mieux efficacement ce financement climatique. Alors pour ce faire, on travaille avec eux sur l'intégration des questions climatiques dans les systèmes de planification, budgétisation au niveau local. Et l'instrument au cœur de ce mécanisme a été traduit en français « Subvention pour la résilience climatique basée sur la performance ». Et donc, c'est un instrument de results-based financing en termes de fonds verts qui permet de garantir la programmation, la vérification des dépenses au niveau local pour l'adaptation. Alors, le principe du mécanisme, c'est d'utiliser les systèmes pays, de s'aligner au plus près des systèmes pays de façon à pouvoir acheminer ces financements aux autorités locales en commençant par un nombre restreint. Et puis, lorsque le mécanisme est consolidé, de pouvoir accéder, acheminer du financement vers un nombre croissant d'autorités locales par une approche système qui peut être mise à l'échelle. Donc, on voit ici donc, une particularité, c'est ce circuit de financement. Donc, on travaille en partenariat avec les autorités locales et avec le gouvernement central pour ce faire. Et on voit au point d'entrée ce petit sac d'argent qui permet d'acheminer des financements de différentes sources. Donc, ça commence souvent par du financement projet. Et puis, on voit émerger du cofinancement des pays eux-mêmes. Et on travaille, j'y viendrai dans un moment aussi, sur l'accréditation d'entités en charge du financement des autorités locales ou de fonds qui ont un mandat qui peut aussi leur permettre de travailler avec ce niveau. On travaille à l'accréditation vers le fonds vert et puis aussi à l'accès direct. Alors, une autre particularité, c'est cette boîte bleue qui est en fait une formule qui symbolise une formule d'allocation. Donc, les collectivités vont accéder selon une formule qui va prendre en compte certains critères, notamment la population, la superficie, mais aussi d'année en année la performance des collectivités par rapport à un nombre de critères. Donc, les collectivités vont accéder aux subventions lorsqu'elles répondent à des conditions de base pour assurer la confiance et la bonne utilisation des fonds d'année en année. Si une collectivité venait à ne pas y répondre, elle serait écartée temporairement le temps de répondre à nouveau positivement à ces conditions. Et puis, chaque année, selon un nombre de critères de performance préétablis qui traitent des questions d'adaptation au changement climatique majoritairement, mais aussi des questions de bonne utilisation des fonds, de bonne gouvernance et des questions transversales de genre, d'environnement. Les collectivités reçoivent un score dans une revue annuelle de performance et le résultat va informer le calcul de l'allocation de l'année suivante ainsi que le renforcement des capacités des autorités locales et du gouvernement central, puisque on construit un système pays et donc il est important que le gouvernement central puisse le gérer à terme seul. Donc, les collectivités vont aussi pouvoir travailler en fonction d'un menu. Donc, ce sont des subventions discrétionnaires avec allouées à l'adaptation, mais qu'elles vont pouvoir utiliser à travers différents secteurs. Alors, si c'est un exemple de Gambie, on voit les secteurs qui vont couvrir des questions de solutions basées sur la nature, agriculture, infrastructure, eau, assainissement, selon les risques localisés évalués et selon aussi les priorités aussi locales et les CDN ou les plans nationaux d'adaptation. Alors, le mécanisme est né il y a 10 ans en Asie et à partir de 2014, il a été introduit en Afrique. Les pays passent par différentes étapes. Typiquement une phase 1 où tout ce que vous avez vu sur ce petit diagramme va être testé à petite échelle
avec environ 5 autorités locales, 3, 4, 5 autorités locales, s'assurer que tout fonctionne bien, le circuit, le menu, les conditions d'accès, les critères de performance et la formule. Et puis, les pays vont passer en phase 2, commencer à couvrir plus de 5 autorités locales, 10, 13, 20, 72 au Bangladesh, pour consolider le mécanisme à plus grande échelle. Et puis, les pays passent en phase 3, qui est une mise à l'échelle à grand niveau, mais aussi où le pays accède directement au financement sans passer par des intermédiaires, sans passer par un projet cofinancé par l'UNCDF. Et c'est le cas notamment du Bhoutan et du Cambodge, avec d'autres pays qui vont les suivre. Alors, vous voyez tous les pays en bleu, ce sont les pays qui ont demandé de bénéficier d'une assistance pour mettre en place le mécanisme et avec lesquels on travaille aussi au partenariat. Et parfois, ça commence par un projet de readiness du Fonds vert, parfois par de l'aide bilatérale, parfois par du financement qu'UNCDF peut encore apporter. Et aussi, certains pays joignent leurs efforts pour travailler ensemble vers un accès au Fonds vert, entre autres. Donc, l'expérience a été documentée par différents pays et a été revue, acceptée par le groupe des pays les moins avancés, le groupe d'experts des PMA à la CNUC, ainsi que le comité d'adaptation et d'autres organes comme une méthodologie reconnue. Donc, on a parlé plutôt d'accès au fonds vert et notamment d'accès direct. Donc, UNCDF n'accède pas au fonds vert lui-même, appuie plutôt certains pays à s'accréditer. Donc, on a appuyé avec succès plusieurs pays, plusieurs entités d'Asie et on a aussi travaillé étroitement avec le FNEC du Bénin, ainsi que des pays comme le Mali et le Niger. Alors, ce qu'on fait aussi avec les pays, c'est travailler avec eux pour préparer des notes conceptuelles et puis des propositions de financement au fonds vert par l'accès direct, donc la fenêtre qui vise à acheminer des fonds justement vers les acteurs locaux par un accès d'entités nationales ou régionales. Voilà, donc je vais m'arrêter là, juste pour dire que les pays, donc tous les pays qui sont sur le plan, sur la carte que j'ai projetée, participent à la gouvernance du mécanisme, se rencontrent une fois par an. Un nombre de ministres de l'Environnement ont décidé de se porter ambassadeurs du mécanisme et ont émis récemment une déclaration ministérielle qui sera en fait lancée à New York la semaine prochaine et inclut un certain nombre de pays d'Afrique, notamment la Gambie, le Burkina, le Niger, la Côte d'Ivoire, le Malawi, le Mozambique et d'autres certainement que je ne cite pas ici. Donc, voilà, le but est de répondre à ce déficit de financement d'adaptation, ce déficit de financement qui va vers le niveau local, tout en s'appuyant sur les systèmes pays et acheminer les financements au plus près des populations à travers ces canaux de systèmes pays, de décentralisation et d'autorité locale. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je serai heureuse d'échanger. Merci. Merci à vous. Comme annoncé, donc, nous avons un peu le temps de l'échange. Alors, je laisse Romain regarder les questions. Moi, j'en ai deux. J'ai une remarque et puis une question. La première, elle est pour Estelle Mercier. Je ne sais pas si vous m'entendez, j'imagine. Oui, absolument, je vous entends. Voilà. Non, je notais tout à l'heure que vous étiez très contente que le fonds vert vous fasse augmenter vos standards, alors que l'AFD a déjà des standards élevés. Et presque dans la phrase d'après, je vais me faire un peu l'avocat du diable, vous me permettez, c'est mon rôle. Dans la phrase d'après, vous disiez il faudrait en même temps qu'il y ait beaucoup d'accès direct, plus d'accès direct, notamment des collectivités. Mon expérience africaine est quand même non négligeable et j'ai vu beaucoup de gens qui ont du mal à faire ça. Et ça sert parfois d'argument pour dire les collectivités n'ont pas les capacités, donc elles n'auront pas accès. Donc je me demande si parfois, mais je vous demande d'être le plus franche possible, il n'y a pas quand même des demandes un peu trop élevées de standards pour le financement, notamment en matière d'adaptation. Bon, voilà. Moi, des fois, je ressens qu'on met la barre un peu haut. Donc, je voulais savoir quel était votre sentiment par rapport notamment à ceux qui, aujourd'hui, ne sont pas directement dans le capacity building le meilleur. Merci, Monsieur Soulages. Oui. Alors, juste pour éviter toute confusion, je parlais des banques publiques de développement, pas des collectivités, parce que ce qu'on fait dans le club IDFC, c'est en effet de soutenir l'accréditation pour ceux qui ne sont pas accrédités et l'accès au financement de ces banques nationales
du club qui sont en Amérique latine, en Afrique, celles que j'ai mentionnées, ou en Asie. Évidemment, là, j'ai essayé de montrer, disons, le côté positif. On sait que ces standards sont trop élevés pour beaucoup d'institutions, c'est sûr, et finalement, ça crée presque une sélectivité naturelle que l'on peut contester, que l'on peut critiquer, c'est sûr. Il faut juste se rappeler que financièrement, le fonds vert est finalement peu doté. Quand il a été recapitalisé en 2019, à peu près au niveau initial, c'est-à-dire 10 milliards, on a l'impression que 10 milliards, c'est beaucoup, mais en fait, 10 milliards sur 4 ans, c'est 2,5 milliards par an. C'est minuscule par rapport aux besoins mondiaux. Donc, le fonds vert ne peut pas tout résoudre et ne peut pas donner ses financements à toutes les institutions, les grosses, les moyennes, les petites, ceux qui ont des standards, ceux qui n'en ont pas. Enfin, voilà, il y a une sorte de sélectivité naturelle qui se met en place. Voilà. Oui, on rencontre, nous, des difficultés dans l'accès à la finance climat et dans la mise en œuvre des projets dues à ces procédures, parfois contradictoires entre elles. Voilà, le fonds vert est largement perfectible. Moi, je soulignais plutôt le progrès qui avait été fait parce qu'il y a 5 ans, c'était vraiment très compliqué. Ça l'est toujours, mais disons que ça a un petit peu progressé. Voilà. Vous avez très bien fait, avec une très belle réponse dans la diplomatie, vous aurez une belle carrière. Non, mais au-delà de la plaisanterie, je pense qu'il y a effectivement pas mal de leçons à retenir de ce qui se passe. Et on le voyait bien dans les sommes qui étaient évoquées tout à l'heure, elles ne sont loin d'être mirobolantes au regard des enjeux. On n'est pas dans des milliards de dollars, mais bon, donc il y a un progrès à faire. Ma deuxième question, elle est juste pour la dernière intervenante, Sophie de Coninck. Au fond, c'est un peu la même question. Combien d'argent vous avez et elle vient d'où? Vous nous avez donné un peu le schéma global, mais maintenant, ce qui m'intéresse, c'est les chiffres. Oui. Voilà, combien vous avez en gros en portefeuille possible et ça vient d'où? Oui, donc l'initiative locale est financée à ce jour à hauteur de 110 millions de dollars. La moitié a été dépensée. Alors, le financement est largement… Donc, on a un financement global qui nous permet de commencer de concevoir dans des nouveaux pays qui nous demanderaient de venir, donc sous forme d'assistance technique. Et puis, dans chaque pays, surtout la dernière génération, les pays en bleu sur la carte, on travaille avec le gouvernement et les partenaires du pays pour mobiliser des partenaires qui sont intéressés à mettre en place. Donc, ça se fait dès le début, en tout cas avec les autorités locales, bien sûr, les ministères en charge des finances, autorités locales et questions climatiques. Et on va travailler pour identifier les sources de financement. Donc, ce n'est pas UNCDF qui va pouvoir… on va pouvoir activer des pilotes dans certains cas, mais on ne va pas pouvoir aider les pays à passer en phase 2 ou 3 avec des financements qui sont mobilisés directement par UNCDF, sauf si on le fait pays par pays. Donc, ça veut dire que dans chaque… Voilà, c'est des sur-mesures dans chaque pays. Ce n'est pas un fonds en soi. On peut dire on a 500 millions et on va pouvoir se déployer avec 10 millions dans chaque pays. On va devoir mobiliser les partenariats à chaque nouveau pays qui demande qu'on l'appuie. À ce jour, on appuie toutefois tous les pays qui demandent en termes de mise en place du mécanisme. Et puis, on va travailler avec eux sous leur leadership pour fédérer les efforts et encourager les partenaires à commencer à utiliser ce nouveau système. OK. J'espère que ça répond. Oui, merci. Alors, je vous rappelle que vous pouvez évidemment communiquer entre vous par le chat. On n'a pas la possibilité, on l'a techniquement, mais pas le temps pour que tout le monde puisse intervenir quand il le souhaite. Je passe donc la parole à Romain, qui a essayé de synthétiser quelques questions qui sont d'ailleurs assez classiques, mais qui méritent d'être posées. Donc, il y a énormément de questions autour de la possibilité pour l'accès au fonds vert, notamment de collectivités locales ou d'ONG. Je crois que Eduardo a essayé de répondre pas mal dans le chat, donc n'hésitez pas à remonter à ce niveau-là. Est-ce que, Eduardo, vous voudriez faire un complément à ce sujet ou tout est clair dans le chat? Non, merci Romain. Peut-être juste pour complémenter, le GCF va canaliser toujours ses sources à travers des entités, des institutions accréditées par le fonds. Ce que j'essaie de peut-être clarifier dans le chat, c'est que
cela n'empêche que des institutions, des collectivités ou n'importe quelle organisation locale participent bénéficient de ce financement à travers des partenariats avec ces institutions qui peuvent canaliser les ressources. Il y a toujours des acteurs locaux, ou presque toujours des acteurs locaux engagés dans l'exécution, dans la mise en œuvre d'un projet, même s'il est financé à travers des institutions internationales. Et bien sûr, nous essayons, ce que nous faisons ici au GCF, c'est d'essayer de vérifier la qualité du projet, aussi par rapport à l'engagement que l'institution accréditée a eu avec les bénéficiaires. Non? Donc, voilà, c'est ce que j'essaie de clarifier un peu. On peut parler plus peut-être si les questions sont, si je n'ai pas réussi à clarifier dans le chat. Merci. À tous, sachez que beaucoup posent la question d'avoir les présentations. Ne vous inquiétez pas, on mettra tout en ligne. D'ici quelques jours, le temps de tout compiler, tout sera disponible sur notre site internet. Une autre question peut-être pour Liane. Anne Bars posait la question de savoir si le Covid, avec la pandémie de Covid, la situation des femmes en termes d'accès au financement est selon vous a été dégradée ou pas, affectée ou pas, alors qu'on sait quels sont les piliers de la résilience climatique et de la sécurité alimentaire, notamment dans le contexte africain. Est-ce que vous avez des commentaires à ce sujet? I think one can answer the question directly and indirectly. Je pense qu'on peut répondre à la question de manière directe et indirecte. On sait à quel point c'est difficile d'avoir accès au fonds climat pour les femmes. La situation n'est pas devenue plus facile, mais j'aurais bien aimé que les projets, les programmes qui sont conçus en ce moment aient un regard plus large sur l'adaptation. On a des discussions sur le climat, l'adaptation. Le modérateur a parlé du fait qu'on ne veut pas rendre les choses plus difficiles. Donc, on a besoin de montrer un lien avec l'adaptation. Mais ça ne peut ne pas soutenir le financement social et ça fait mal particulièrement aux femmes. Il faut prendre cela en compte dans le financement de l'adaptation. Et puis, il y a une problématique plus globale sur comment entendre la voix des femmes. Et si le financement arrive plus en forme de prêt et pas en forme de subvention, les pays ont moins d'occasions d'investir dans des activités sur le terrain qui enlèvent le fardeau sur les épaules des femmes. Donc, il y a une question plus large et une question plus directe, mais il ne faut pas perdre de vue que le financement climatique pour l'adaptation, donc ne pas différencier entre ce qui est la baseline développement et les coûts additionnels pour l'adaptation, augmente l'accès aux ressources nécessaires pour les activités. Pardon. Peut-être une question ouverte, mais vu qu'il y a des bailleurs autour de la table, je ne vais pas l'adresser particulièrement à l'un d'entre vous, mais peut-être une des questions qui est soulevée aussi, c'est du côté de l'organisation de la société civile, des collectivités locales, du privé, quel type d'organisation de ces groupes-là rendrait finalement la chose plus facile pour des bailleurs internationaux pour que ces acteurs-là puissent capter du financement? Est-ce qu'il y a des exemples de mise en réseau d'acteurs non étatiques qui fonctionnent et qui, pour un bailleur international, rend la chose plus aisée?
Qui souhaite répondre à cette question qu'on nous pose 100 fois? Quelqu'un? Sophie? Sophie, allez-y. Moi, je vais tenter. Donc, nous, on n'est pas vraiment un bailleur. On facilite plutôt des accès au financement et puis on travaille avec des bilatéraux ou de plus en plus avec le fonds vert petit à petit. Local offre justement une façon de fédérer les efforts. Donc, au Bhoutan, qui était le premier pays qui a commencé il y a 10 ans, la couverture est de 100 autorités locales. C'est la moitié du pays. Et donc, petit à petit, on peut passer quand même au Bénin avec le projet Fonds vert que le FNEC est en train de préparer. Ils vont viser 30 communes, donc c'est plus ou moins 40% du territoire. Donc, et c'est une façon de construire sur d'autres approches qui pourraient être peut-être plus autorité locale par autorité locale, pour informer notamment le type d'investissement, le menu auquel je me référais. Donc, c'est pas pour dire que c'est mieux qu'une autre approche, mais ça peut compléter ou ça peut faire suite à des approches qui vont plus peut-être travailler autorité locale par autorité locale. Alors après, bien sûr, il y aura toujours des projets de plus grande taille qui vont nécessiter d'autres types d'appui, surtout si il y a d'autres approches qui peuvent compléter en termes d'appui à la mise en place de projets bancables ou d'appui à la finance municipale. Donc, c'est un outil parmi d'autres. Alors, pour tout ce qui est acteurs on va dire, privés, il y a eu la question micro, PME. Voilà, nous, on va plutôt travailler avec des approches marché, où on va travailler avec les prestataires de services financiers pour qu'ils commencent à mieux comprendre ces segments de marché, ces segments de clients-là, comprendre la demande, les aider à développer des nouveaux produits, éventuellement aller dans des territoires où ils n'allaient pas, ou à servir des types d'acteurs privés qui ne servaient pas. Donc voilà, alors on essaye d'avoir ce type d'approche justement pour pouvoir en servir plus, avoir des économies d'échelle. Et ça peut faire suite à d'autres travaux plus on va dire, ciblés sur un groupe plus restreint d'acteurs. Voilà, merci. Merci beaucoup. Je crois qu'on arrive au terme de cet débat tout à fait intéressant. Je voulais vraiment à la fin vous remercier les intervenants parce que c'était clair, on le voit dans le chat, ça soulève plein de questions, plein de demandes précises. Donc je remercie les intervenants de suivre parce que l'objectif de ce que nous faisons aujourd'hui, c'est que ça ne soit pas un one-shot, mais qu'il y ait des échanges entre vous, que ça puisse être utile à tous ceux qui portent des projets, qui s'interrogent. Il y en a plein, vous les voyez sur le chat. Vous ne pourrez pas répondre à tout, mais merci de l'effort que vous ferez pour répondre à ces demandes qui sont souvent issues de la société civile, parfois avec un manque de visibilité. Mais c'est normal. Moi, je voulais vous le dire, notamment aux bailleurs, j'ai une longue expérience politique, j'ai géré pendant 30 ans une région, et notamment, la dernière gestion que j'ai faite, c'était tous les fonds européens et la coopération internationale dans une grande région française de 8 millions d'habitants. Et je n'ai pas réussi en 5 ans à comprendre tous les mécanismes de financement. Pourtant, comme on dit en France, j'ai bac plus 14, une longue expérience, mais c'était extrêmement compliqué. Et heureusement que j'avais quelques personnes dans les services qui comprenaient. Mais j'ai eu vraiment des fois le sentiment que c'était beaucoup trop compliqué. Et en vous écoutant, j'ai trouvé à la fois, bon voilà, on essaye d'être précis, de bien cibler les actions et c'est normal, mais des fois je me mets à la place de l'élu local, du président d'association qui se dit, moi j'ai un projet là, comment je fais pour le financer? Alors, il ne faut pas faire n'importe quoi, il n'y a pas de démagogie en matière de financement. Mais je voulais simplement dire ce ressenti-là que je ressens à chaque fois que je vais, mais pas seulement en Afrique, hein, c'est aussi vrai dans une région française que, avec tous les moyens d'une grande région française, parfois l'accès au financement sur ces questions absolument majeures est compliqué. Mais j'ai trouvé vraiment vos exposés très clairs, et donc si vous pouvez encore une fois un peu plus passer ce message, dire voilà, on était dans un chat avec 200 personnes, tout le monde nous demande encore une fois de faciliter l'accès sans démagogie, hein, sans qu'on passe demain on rase gratis, comme on dit en français. Je pense que ce serait un très beau message. Voilà, merci beaucoup à tous, à tous les participants. Nous vous donnons rendez-vous dans 50 minutes à 14h, heure de l'Afrique occidentale, 16h, heure française,
pour la suite. Et je dis, Romain va vous la rappeler, pour ceux qui n'ont pas les yeux sur leur ordinateur, la suite jusqu'à la fin de l'après-midi. Oui, donc n'hésitez pas à aller sur notre site pour voir le programme. À partir de maintenant et demain aussi, on a des sessions en parallèle. Donc, il va falloir choisir. Les 2 prochaines sessions sont un focus sur le rôle des femmes dans l'action climat, en parallèle de l'atelier de la coalition aménagement des villes durables. Et encore un peu plus tard, nous aurons un focus sur les coopérations décentralisées pour le climat, en parallèle avec l'atelier de la coalition éducation. Merci de votre fidélité et à tout à l'heure pour la suite. Et bon appétit pour ceux qui pourront manger.